Bonjour à tous, bienvenue ici au cœur de Paris, bienvenue à ce qu'il y a de plus intime dans la capitale de France, bienvenue au cœur de notre histoire, bienvenue au centre du monde, car c'est ici que les caméras du monde entier vont avoir les yeux braqués. C'est samedi 7 et dimanche 8 décembre prochain. C'est ici que va renaître ce que ni les fureurs de l'histoire, ni les caprices de la nature n'ont réussi à anéantir. C'est ici que, mutilée, brûlée, défigurée, va renaître Notre-Dame de Paris. Tout au long de la journée sur le Figaro TV, nous avons tous quelque chose de Notre-Dame, émission spéciale, émission exceptionnelle à tout point de vue. C'est donc ici, sur le parvis, que tout va commencer. Les palissades ont été enlevées, la tente est dressée. Bonjour Jean-Marie Guénois. Bonjour Vincent. Alors, en quoi va consister la cérémonie à laquelle nous allons pouvoir assister en mondiovision le 7 décembre prochain? Alors le 7 décembre, c'est le premier acte de cette réouverture. Il y a le président de la République avec ses invités sur le parvis. Il y a l'Église catholique représentée par l'archevêque de Paris, Monseigneur Ulrich, beaucoup d'évêques. Et il y a un premier acte symbolique qui est en quelque sorte la remise du chantier, la remise de la cathédrale rénovée de la part de l'État qui est propriétaire à l'Église catholique représentée par l'archevêque. L'Église catholique est toujours restée pendant les travaux après l'incendie affectataire. Elle a toujours eu les clés en quelque sorte du bâtiment, mais le bâtiment a été consacré en quelque sorte aux travaux évidemment pendant 5 ans, et c'était à ce titre l'État qui gérait ces travaux, qui est propriétaire. Là, cet acte est très important parce que l'État représenté par le président redonne en quelque sorte la cathédrale à l'Église catholique comme lieu de culte. Elle est affectataire pour l'usage du culte, c'est un droit, c'est très caractérisé en termes juridiques. Et ça, c'est le premier acte important qui se fera justement sur le parvis à l'extérieur de la cathédrale. Il y a eu des discussions pour savoir si ça se fera à l'intérieur. C'est à l'extérieur et c'est tant mieux parce que c'est ce passage justement de relais. C'est là, Jean-Marie Guénois, que Emmanuel Macron va s'adresser. Après, on l'a entendu s'être adressé depuis l'intérieur de la cathédrale. Mais là, cette fois-ci, il ne le fera qu'à l'extérieur. Ensuite, que va-t-il se passer une fois que l'Église catholique récupère en quelque sorte les clés? Alors, il se passe un acte, dans ce premier acte du 7 décembre, une deuxième scène très importante. L'archevêque de Paris, comme tout évêque, a une crosse. Et avec cette crosse, il va frapper le portail du jugement. Qui est au milieu, hein, qui est au milieu et portail central qu'on voit là. Il frappe comme quelqu'un qui veut entrer et la porte alors va s'ouvrir. C'est très symbolique, très important. Et lui va entrer dans sa maison, dans sa cathédrale, dans la maison de l'église. Et il reprend possession en quelque sorte de son église. Il retrouve la cathèdre qui est le siège de l'évêque. Alors le siège de l'évêque est au fond, il est abrité par la cathédrale, mais c'est très important, cette porte fermée qui s'ouvre au son de la crosse épiscopale. On lui ouvre les portes et symboliquement, ça signifie que l'évêque, le représentant de Dieu en quelque sorte dans la société pour l'Église catholique, frappe en fait à la porte du Christ. C'est ça que ça veut dire. C'est pas tellement la porte de bois, c'est la porte du Christ qui s'ouvre. Et il y a un deuxième symbole dans cette porte, c'est que le Christ, selon l'Église catholique, frappe aussi à la porte du cœur des gens. Donc vous voyez, ça a l'air anodin, un évêque qui frappe à une porte, on lui ouvre, mais non, ça va être peut-être un des noyaux de ce premier acte du 7 décembre. Il y a un autre épisode que l'on attend, que l'on annonce assez spectaculaire, c'est ce qu'on appelle le réveil des orgues. Alors c'est effectivement une scène assez extraordinaire. Moi j'ai eu la chance de le vivre à 2 pas d'ici dans l'église Saint-Séverin pour ce qu'on appelle le réveil de l'orgue. Donc l'évêque est dans la nef et dialogue
avec l'orgue. Alors l'organiste est à l'écoute et c'est à la fois une prière, une invocation, une louange à cet instrument qui va accompagner la prière des fidèles pendant maintenant, espérons, des siècles. Et à chaque fois que l'évêque pose une question, c'est pas l'organiste qui lui répond, c'est l'orgue qui répond. Et il y a 8 questions successives sur des tons différents. C'est quoi les questions? C'est des questions, en fait, ça calque un peu la création du monde, si vous voulez. C'est la célébration des luminaires, c'est la célébration de Dieu. Et à chaque fois, vous avez des tons différents. Et c'est aussi à l'organiste et son talent de mettre en musique ce dialogue. C'est vraiment quelque chose d'inouï et très très beau à suivre parce que ça met aussi en valeur l'importance de l'art dans la liturgie, l'art musical. Et à Notre-Dame, c'était vraiment une pièce centrale qui va être honorée. Et enfin, il y aura une prière d'action de grâce, un Magnificat, une prière à la Vierge et un Te Deum qui est à la fois une prière de louange à Dieu et une prière de demande de pardon. Le Te Deum, c'est aussi ce qu'on avait entendu dans la cathédrale de Paris, notamment le 26 août 1944, au moment de la libération de Paris. C'est presque un acte presque politique, en tous les cas aux confins du politique et du religieux. C'est là où il y a quelque chose de fascinant dans cette cérémonie du 7 décembre, c'est que à travers ces prières simples de l'Église catholique, connues à peu près de tous les croyants, il y a cette mémoire qui se transmet de siècle en siècle. Et dans ce Te Deum, dans ces paroles qui seront prononcées à ce moment-là et chantées, c'est des étapes, toutes les étapes, la guerre de 40, la guerre de 14-18, plus loin encore au 19e siècle, Napoléon, tout ça. On retrouve les rois de France, on retrouve finalement les mêmes mots, les mêmes prières, prononcées dans les mêmes pierres. Dans les mêmes pierres, cette cathédrale qui enverrait contre tout, malgré les incendies, malgré toutes les avanies, demeure. Et c'est un symbole magnifique et c'est extraordinaire de pouvoir vivre cela. Il n'y aura pas de messe le 7 décembre. La première messe, ce sera le 8. Alors pourquoi l'Église catholique a voulu absolument cette date du 8 décembre? Alors j'ai eu la confidence de l'archevêque de Paris, Monseigneur Ulrich, qui m'a raconté que, en fait, un jour, quand le général Georges Lain, qui était chargé des travaux, s'est rendu compte que jamais la cathédrale ne pourrait être livrée mi-2024, comme cela avait été sollicité par le président de la République, mais plutôt fin 2024, l'archevêque de Paris s'est dit mais est-ce que ça pourrait être prêt le 8 décembre? Oui, lui a répondu le général Georges Lain, ça peut être prêt le 8 décembre. Dont acte. Et donc pourquoi le 8 décembre? Parce que le 8 décembre, c'est dans l'Église catholique la fête de l'Immaculée Conception. Donc c'est un dogme de l'Église catholique qui considère que la Vierge est restée pure et hors d'atteinte du péché. Et c'est une grande fête un peu oubliée dans l'Église catholique. On connaît mieux le 15 août, mais le 8 décembre est un peu oublié, mais très importante et très symbolique. Parce que les religieux expliquent que cette fête, au fond, c'est le début d'une sorte de renaissance. C'est le début de l'annonce pour l'Église catholique et les chrétiens de la venue du Christ à Noël. Et c'est quelque chose de très symbolique qui s'applique aussi à cette cathédrale. Donc voilà pourquoi il a choisi le 8 décembre. Qu'est-ce que cette messe aura de spécifique le 8 décembre? Est-ce que ce sera une messe, j'allais dire, normale, ordinaire, pour reprendre un terme disons que du calendrier catholique, fidèles... ou bien est-ce qu'il y aura quelque chose de spécifique lié à ce retour au culte? Alors, cher Vincent, les fidèles ne seront pas ordinaires, il y aura quelques têtes couronnées ou des présidents, donc c'est une messe assez solennelle, assez protocolaire pour ce qui est de l'assistance. Le président de la République sera là en tant que président de la République. Ce qu'elle a de différent, c'est comme l'autel a été détruit, l'autel, donc cette table qui est la table du sacrifice où le prêtre célèbre la messe, est un nouvel autel. Nouvel autel, ce qui signifie que cette nouvel autel doit être consacré, doit être ondoyé avec de l'huile sainte, des huiles saintes qui ont été d'ailleurs bénies lors de la dernière semaine sainte à Saint-Sulpice. Et vous voyez l'évêque, j'ai vu ça moi à Barcelone, à la Sagrada Familia, j'ai vu Benoît XVI qui avec revêtu d'une sorte de grand tablier blanc, c'est pas ondoie, c'est de l'huile, il asperge de l'huile, et voilà, il loin l'autel avec de l'huile sainte. Il y a beaucoup d'encens, il y a tout un rituel avec des bougies. Autrement dit,
on place aussi des reliques dans une petite boîte cachée dans l'autel. Autrement dit, cet autel, cette pierre, qui est après tout une œuvre humaine, devient à ce moment-là, pour l'Église catholique, à travers ces rituels, sacré. Et c'est ça qui va marquer le début de la messe. Et la messe, la première messe, sera célébrée sur cet autel consacré à ce moment-là. Un des enjeux, la messe sera la première d'une longue série, 850 ans, espère Philippe Jost, notamment le président de l'établissement public Rebâtir Notre-Dame. L'un des débats, l'une des questions, c'est faut-il ou non payer pour rentrer à Notre-Dame? Alors là, ça a été effectivement, c'est un sujet toujours polémique. Rachida Dati, ministre de la Culture, a encore dit fin novembre qu'elle souhaitait, devant les évêques, j'étais présent, qu'elle souhaitait toujours aborder ce sujet et les évêques refusent. Ils refusent parce que en France, c'est un principe que toute église doit être gratuite. L'accès à une église doit être inconditionnellement gratuit, ouverte à tous. C'est un grand principe. Maintenant, l'idée de cette personne, du ministre de la Culture, de la ministre de la Culture, c'est d'utiliser la recette supposée pour restaurer du petit patrimoine religieux en province qui n'est pas financé. Donc voilà l'idée. Maintenant, l'Église répond en disant, écoutez, d'abord, beaucoup de gens ont donné, on ne va pas leur demander de payer 2 fois pour entrer à Notre-Dame. Ensuite, il y a d'autres moyens pour financer le patrimoine religieux. Il faut ouvrir beaucoup plus largement cette question. Et en tout cas, pour le moment, l'Église catholique refuse nettement ce principe. Jean-Marie, alors que vous êtes en train de me parler, je vois une statue de la Vierge, c'est une réplique de ce qu'on appelle la Vierge du Pilier, c'est Notre-Dame de Paris. Et ça fait partie finalement des miracles de cet incendie. Il y a un certain nombre d'objets, à commencer bien évidemment par le fragment de la couronne d'épines, qui ont pu être sauvés. Il y a eu plein de miracles finalement dans cette aventure. Le mot miracle est toujours délicat à employer. L'Église n'a pas reconnu des miracles, mais on peut le dire au moins de façon figurée, que des pièces qui auraient dû être détruites, massacrées, auraient disparu, ont été incroyablement préservées. On ne va pas entrer dans les détails du sauvetage, en tout cas elles l'ont été. Et cette très belle statue de la Vierge qui est l'expression de Notre-Dame, et dans chaque église de France, partout, il y a toujours une statue de la Vierge Marie, et ce style même incarne le lieu où elle est placée. Elle est inimitable, cette Vierge de Notre-Dame de Paris, la Vierge du Pilier, où Claudel s'est converti. Il y a là un immense symbole. Elle a été ramenée en procession, elle retrouve sa place. C'est un peu la dame des lieux, Notre-Dame de Paris. Et là, effectivement, on est un peu au cœur du mystère. Alors certains ne partagent pas cette foi, évidemment, c'est très catholique d'un certain point de vue, mais c'est pourtant essentiel et éminemment respectable. Sachant que le culte d'ailleurs de Notre-Dame dépasse même le cadre de l'Église catholique. On a parlé des personnalités, il y en a une qui ne sera pas là, c'est le pape François. Est-ce que cette absence est si marquante? Je vous pose la question différemment. Est-ce que finalement cette présence du pape François n'aurait pas quelque part volé la vedette à Notre-Dame? C'est en tout cas ce qu'il a dit lui, quand il a expliqué en petit comité pourquoi il ne viendrait pas le 7 et le 8 décembre. Il a dit c'est d'abord l'affaire du diocèse de Paris, de l'Église de France. Si je viens, je vais, en quelque sorte, il n'a pas dit avec ces mots-là, mais ça voulait dire la même chose. Je vais prendre la lumière, comme on dit, alors que la vedette ce jour-là, la grandeur, c'est Notre-Dame de Paris, le bâtiment et toute cette magnifique chaîne de restauration depuis le drame de l'incendie. Donc, effectivement, le pape, c'est un regret pour tout le monde, pour l'Église de France, pour les catholiques, pour l'État français, qui l'a invité aussi assez généreusement. Un grand regret que le pape François ne puisse pas être là, non pas en tant que superstar, mais en tant que représentant de l'Église catholique, pour un événement qui réouvre cette vieille cathédrale Notre-Dame de Paris, mais qui est maintenant, avec l'aventure en quelque sorte dramatique de l'incendie et de sa reconstruction, devenue une cathédrale mondiale. Et c'est ça peut-être que le pape François n'a pas saisi. Alors il y a peut-être aussi d'autres motivations plus politiques
dans lesquels on ne va pas entrer aujourd'hui, mais il aurait eu sa place, je pense, quand même, pour cette ouverture de Notre-Dame de Paris, qui n'est plus seulement Notre-Dame de Paris, qui est un petit peu Notre-Dame du monde. Merci beaucoup Jean-Marie Guénois. Merci Vincent. Dans quelques jours, dans quelques heures, vont retentir de nouveau les cloches de Notre-Dame. Elles ont été fondues en Normandie, à Villedieu-les-Poêles, et elles ont été convoyées fin septembre. Sacha Bauduit était à bord du camion et il a recueilli les confidences du chauffeur. Qui aurait imaginé que Notre-Dame brûle? Personne. Je m'appelle Geoffrey, j'ai 39 ans, je viens d'une petite commune près de Strasbourg et je fais ce métier depuis une vingtaine d'années. En tout là, les 8 cloches plus les battants, les joues, ça on approche des 20 tonnes. Là, le camion pèse à peu près entre 43 et 44 tonnes et avec les chargements. Et depuis quand vous faites ce métier? Depuis 2004. C'est ce que vous avez toujours voulu faire? Ah oui, depuis... je pense que je devais avoir 3-4 ans, j'avais décidé de faire ça. Parce que dans la famille, il y avait des chauffeurs, et puis spécifiquement au camion de grue, ça m'a donné l'envie, et puis depuis, je n'ai pas lâché le truc, quoi. Et hier, quand vous avez découvert les cloches, vous étiez dans quel état d'esprit? Ouais, j'étais content, moi je les ai revus, hein. C'est moi qui ai fait le transport dans l'autre sens l'année dernière. Je savais à quoi m'attendre. Oui. Oui, mais là elles étaient restaurées. Oui. Après, c'était surtout dans le trajet dans l'autre sens où ça m'a un peu plus, comment dire, étonné, enfin pas étonné, mais touché quoi. Qu'est-ce que ça vous fait alors de porter les cloches de Notre-Dame? Ah bah c'est un honneur hein, de faire ce transport. On n'a pas l'habitude de faire... Enfin, on fait des cloches, mais la cloche de Notre-Dame, c'est spécial. Vos proches sont fiers de vous aujourd'hui, non? Moi je pense qu'ils ne se rendent pas forcément compte forcément de ce que je fais, à part ma femme que j'avais au téléphone il y a une demi-heure. Et sinon, mes parents ne se rendent pas forcément compte de l'enjeu du transport d'aujourd'hui. C'est une grosse responsabilité et je suis assez attaché au patrimoine français, donc c'est encore plus important, quoi. Ouais, c'est les cloches de Notre-Dame. Hein. Notre-Dame, c'est plein de choses. C'est des films, des dessins animés, c'est l'histoire de France aussi. Hein. Donc, on a descendu des cloches de Notre-Dame, posées sur mon camion pour les transporter, quoi. Personne ne sait dans la rue que dans ce camion il y a les cloches de Notre-Dame. A priori, non. Est-ce que les gens s'intéressent à ce qu'il y a dans les camions? Je suis même pas sûr. Et est-ce que vous êtes d'accord avec le dicton qui dit qu'on a tous quelque chose de Notre-Dame? Ben, je pense, pour moi, du coup, il s'applique encore plus aujourd'hui, quoi. J'aurais participé indirectement à l'histoire de Notre-Dame. Qu'est-ce qui vous touche le plus dans ce patrimoine français? Ben, l'histoire. Hein. C'est les traces que ça laisse. Après, dans certains cas, c'est les seules traces de certaines traces historiques de certaines choses. On n'a pas forcément de documents, de choses, mais on a la pierre, quoi.
La pierre, le bois, les cloches. Et est-ce qu'à un moment donné, en sachant que vous alliez transporter ces cloches, vous avez eu peur? Non, jamais. Non, justement, elles sont cachées, donc je pense qu'il y a peu de gens qui savent pour ce transport, donc il n'y a pas vraiment de risque. Qui voudrait s'en prendre aux cloches de Notre-Dame? Et j'ai l'impression qu'à Paris, la vie des gens vaut moins qu'à la campagne. C'est-à-dire? Ils passent, ils n'ont pas peur pour leur vie. Hein. Et est-ce que vous êtes croyant? Oui. Catholique? Exactement. Pas forcément le plus pratiquant, mais croyant quand même. On comprend tout de suite mieux pourquoi ça vous touche de faire ce transfert. Non, mais c'est toujours de l'émotion quand on arrive et qu'on voit les cloches, quoi. Et ne serait-ce que de pouvoir rouler sur le parvis de Notre-Dame avec le camion, c'est pas habituel, quoi. Attention à vous. Et c'est ici qu'on se retrouve maintenant sur ce qui a été la base vie du chantier. La base du chantier a permis de voir Paris comme jamais et d'offrir une vue sur un élément qui a beaucoup ému, la flèche de la cathédrale. Détruite sous la Révolution, elle a été reconstruite par Viollet-le-Duc et puis elle devait être restaurée juste avant l'incendie de Notre-Dame. Elle s'est effondrée, elle est de nouveau debout et c'est ici, dans quelques minutes, qu'on va interviewer un homme sans qui toute cette restauration n'aurait pas pu se faire, Philippe Jost, le président de l'établissement Rebâtir Notre-Dame. Bonjour Philippe Jost. Bonjour. Merci de nous recevoir ici. Même sous la pluie, même sous la grisaille, la vue reste magnifique. On est ici dans ce qui a été le cœur du chantier de Notre-Dame. Hein. C'est la base vie, la base arrière, la base de chantier. Et on voit surtout l'arrière de la cathédrale, ce qu'on appelle l'abside, et son recouvrement a été un des morceaux de bravoure de la reconstruction de Notre-Dame. Hein. Oui, puisque nous avions là à reconstruire à la fois les charpentes en chêne massif, charpentes médiévales datant du XIIIe siècle, et puis reconstituer la couverture en plomb, soit un bon millier de tables de plomb pour le chœur, et puis ces ornements, ces crêtes de fêtage que l'on voit là sur les bras du transept. Là. Alors le bas du transept un petit peu derrière. Un petit peu derrière. Un petit peu derrière donc cette partie, j'allais dire ronde du chevet, derrière les échafaudages. Vous parliez du plomb, ça a été un des poisons du chantier, ça a été le premier défi sanitaire avant même le défi du Covid. Oui, il y avait d'ailleurs des inquiétudes sur le risque sanitaire, donc on les a prises très au sérieux et on a déployé les mesures de sécurité à la fois pour le chantier, mais aussi pour la fabrication de cette nouvelle toiture de plomb qui était nécessaire à la cathédrale comme sur beaucoup de monuments historiques. Nous sommes à 3 jours de la réouverture de Notre-Dame. Que ressentez-vous en ce moment même? Eh bien, on ressent une certaine pression, je ne le cacherai pas. Pas de stress, parce que ce n'est pas notre manière de fonctionner. On est dans les temps, donc on est confiant. On est vraiment heureux de donner à voir dans quelques jours la cathédrale qui est magnifique, qui est comme on ne l'a jamais vu. Et on est collectivement très très fiers du travail qui a été accompli. Qu'est-ce qui a été le plus dur pour vous? Ce qui a été, je dirais, exigeant. Hein. Exigeant, c'est de maintenir ce rythme, ce dynamisme, cette réactivité du chantier dans un état d'esprit collectif qui a été, je crois, une très très grande réussite de ce chantier. La réussite, c'est l'état d'esprit. Vous parlez, Mathieu Lours, dans son livre, on va l'interroger juste après, parle d'un esprit Notre-Dame. C'est quoi la définition de l'esprit Notre-Dame, Philippe Jost? Un esprit Notre-Dame, il y a esprit et il y a Notre-Dame. Hein. Alors, Notre-Dame, c'est quelque chose qui nous unit,
qui nous élève, ce n'est pas un monument comme les autres. Donc travailler à relever Notre-Dame de Paris, se mettre dans la lignée des bâtisseurs de Notre-Dame de Paris, c'est quelque chose d'incroyable et ça, tout le monde le ressent. Et tout le monde l'a ressenti hein, dans cette aventure. Hein. Et puis, l'état d'esprit, eh bien, c'est à partir de ce contexte qui nous unit et nous élève de Notre-Dame de Paris, eh bien, c'est une situation de... C'est une atmosphère de confiance, d'union, de solidarité, de fierté. C'est tourner vers la réussite ensemble, relever le défi ensemble. Voilà, c'est l'état d'esprit Notre-Dame, c'est ça, c'est une aventure humaine. C'est une aventure humaine, vous dites également c'est au service d'un édifice qui a une âme, qui est Notre-Dame. Franchement, pensiez-vous en 2019, au lendemain du 15 avril, que Notre-Dame serait reconstruite si vite? Je vais vous étonner, je n'ai jamais douté qu'on y arriverait. C'est un acte de foi, Philippe Jost, ou bien il y avait quelque chose de rationnel pour penser ça? Il y avait un acte de foi. Je vous dirais aussi qu'à côté du général Georgelin, il n'était pas permis de douter. Donc il nous disait, si vous doutez, il y a une porte là, vous la prenez. Hein. Donc moi qui étais son second, c'était pas moi qui allais douter. Il y avait un acte de foi, mais il y avait aussi de la rationalité. 5 ans, c'est le temps d'un grand projet. C'est pas 2 ans, c'est pas 10 ans qui est le temps de plusieurs générations de responsables. Donc on pouvait y croire, on devait y croire et on y croyait. Vous avez évoqué un nom qui a été essentiel dans cette aventure, le général Georgelin qui est mort accidentellement le 18 août 2023. Qu'est-ce que vous avez retenu de cette collaboration que vous avez eue avec lui? Cette disparition, ça a été un grand choc. Hein. Sur le coup, on s'est senti orphelin. Hein. Et on a été... Vous pensez que le chantier est menacé à ce moment-là? On craignait qu'il y ait une forme de... Il pouvait y avoir une forme de déstabilisation. Hein. Donc on a tout de suite serré les coudes. Et je crois qu'encore plus qu'avant, on a été déterminés à réussir, parce qu'on le devait également pour lui. Le général Georgelin, il incarnait la détermination, la volonté, la foi dans l'objectif. Je vous le disais, on ne peut pas douter. On n'avait pas le droit de douter et on y arriverait. Et donc c'était très important, surtout les premiers mois où, face aux 5 ans fixés par le président de la République, beaucoup disaient c'est de la folie, il faut 10 ans, il faut 15 ans. Donc installer d'emblée cette volonté ferme d'y arriver, c'était nécessaire. Qu'est-ce qui a fait, Philippe Jost, que précisément, malgré la complexité de ce qu'il y avait à faire, malgré la complexité des organisations, il y a plusieurs institutions, le ministère de la Culture, il y a l'État, il y a l'Église catholique, on a pu réussir à aller si vite au-delà de l'absence de doute décrétée par le général Georgelin. Mais il y avait déjà des conditions qui étaient nécessaires et qui étaient réunies. Un objectif clair, fixé, partagé, les 5 ans. Le chantier financé, cet élan de générosité extraordinaire, dans les heures et jours qui ont suivi l'incendie, 340 000 donateurs, 840 millions d'euros. C'est-à-dire que, autrement dit, est-ce que sans ces 340 000 donateurs, on aurait pu atteindre ces objectifs? À ce moment-là, il aurait fallu trouver des financements. Et c'est évidemment un très grand soulagement d'emblée de savoir qu'on aura les moyens de travailler. Mais au-delà de votre question, nous amène à d'autres facteurs. Le général Georgelin, on lui a donné les leviers d'action avec un établissement public dédié qui a permis à toute une équipe... Qu'est-ce que ça a permis, un établissement public dédié? Ça a permis une sorte de task force, une sorte d'équipe concentrée sur l'objectif, au service de cet objectif. Chaque matin, on se levait pour faire avancer les choses, pour lever les obstacles, pour travailler en collectif, pour construire ensemble. Et c'était vraiment nécessaire. Et puis il y a d'autres facteurs évidemment qui ont été très importants. Le fait qu'on ait en France les compétences, les savoir-faire pour rebâtir cette cathédrale. Aussi bien les compétences, les métiers d'art et du patrimoine, depuis les sculpteurs jusqu'aux facteurs d'orgue. Parce que ça, c'était un choix, hein, c'était de faire appel aux artisans. Alors, de faire appel en direct aux artisans, on n'a pas hésité à morceler les marchés de travaux
plus de 140 marchés de travaux pour nous adresser directement aux spécialistes des différents métiers. Ce que vous êtes en train de me dire, Philippe Josse, c'est que c'est pas parce qu'on fait appel à des artisans, c'est pas parce qu'on morcelle justement ces travaux qu'on va plus lentement. Effectivement, ça nous permet en direct d'être au contact de ces différentes spécialités, mais à ce moment-là, il faut se donner les moyens de la coordination, de la logistique de chantier, Et comment on y de arrive? la planification, mais avec des spécialistes dont c'est le métier, parce qu'il y a les spécialités du patrimoine et des métiers d'art, mais il y a aussi les spécialistes de la maîtrise d'un grand chantier. Cette aventure de relèvement de Notre-Dame, c'est comme un grand chantier de BTP aussi par un certain côté. C'est-à-dire qu'il faut des planificateurs, il faut des logisticiens, il faut tout cet environnement qui fait qu'on sait coordonner, gérer la coactivité de 250 entreprises. On voit plein d'échafaudages qui sont autour de la cathédrale et ici donc sur le chevet. Est-ce que ces échafaudages vont disparaître samedi et dimanche prochain? Alors là, on est à l'arrière de la cathédrale et donc nous sommes dans une partie de la cathédrale qui va faire l'objet d'un programme de restauration que nous allons engager en 2025. Donc ça continue après? Parce que la cathédrale, au moment de l'incendie, était en mauvais état dans certaines de ses parties. Nous avons là maintenant restauré la cathédrale, réparé les dégâts de l'incendie, restauré entièrement l'intérieur qui sera un émerveillement, comme je le disais. Nous allons pouvoir, avec l'argent qui nous reste, grâce à la générosité des donateurs, nous allons pouvoir engager cette campagne de restauration sur le chevet de la cathédrale qui était déjà programmée avant l'incendie et qu'on va maintenant pouvoir engager grâce aux donateurs et aux mécènes. Il reste à peu près combien encore? 140 millions d'euros. 140 millions d'euros. Une question, de quoi êtes-vous le plus fier, Philippe Josse? Je crois que j'ai une double fierté. La fierté de cette cathédrale que nous allons donner à voir et à découvrir dans quelques jours. Je le redis, c'est un émerveillement. Nous qui y entrons presque tous les jours, nous ne nous habituons pas à cette beauté. C'est extraordinaire. Je crois qu'on n'a jamais vu la cathédrale dans l'état où on la verra. Et puis, de quoi je suis fier? Eh bien, de cette aventure humaine collective, de cet état d'esprit qui a fonctionné, de ce collectif, de cette proximité, cette amitié partagée entre tous, 2000 hommes et femmes qui sont les bâtisseurs de cathédrales du XXIe siècle. Il n'y a jamais eu de tension, il n'y a jamais eu de Il y a eu des moments, brouille. il y a eu des moments un peu difficiles parce que, comme disait le général Georgelin, des grains de sable, il en surgissait tous les jours. Mais la difficulté, elle peut souder. Elle ne crée pas forcément de la tension. On s'est en permanence, et j'y étais très attentif, on s'est employé à ce que ce soit toujours en équipe et en respect mutuel et en proximité qu'on gère les difficultés. Les difficultés, elles doivent rassembler et pas opposer. Une dernière question, Philippe Josse. Peut-on reconstruire Notre-Dame sans avoir la foi? Eh bien, je vous étonnerai peut-être si je vous dis oui. J'ai été entouré de quantité d'acteurs, de partenaires, de compagnons qui n'avaient pas forcément la foi ou la foi chrétienne et qui étaient mobilisés, pleinement engagés pour des tas de raisons. En fait, Notre-Dame, et on a vu cette émotion le soir de l'incendie dans le monde entier, elle est la convergence de beaucoup de choses. La convergence de l'image de Paris dans le monde, la convergence bien sûr d'un grand sanctuaire marial, la convergence aussi des Amis du patrimoine pour une cathédrale gothique qui est une merveille, la convergence de tous ceux qui sont attachés à la France, à son histoire, qui connaissent son histoire et qui savent que c'est un monument qui a hébergé des moments clés de l'histoire nationale. Il y a beaucoup de manières d'être pleinement engagé pour Notre-Dame de Paris. Merci beaucoup Philippe Josse et merci de nous avoir accueillis sur la terrasse de la Basie avec cette vue exceptionnelle sur le chevet de Notre-Dame, sur la croix et bien entendu sur la flèche. Merci beaucoup Philippe Josse. Merci.
Notre-Dame, c'est un chantier exceptionnel. Exceptionnel par son ampleur, par sa nature et aussi par sa brièveté. Un chantier historique au point que Mathieu Lours, le grand historien de Notre-Dame, a entrepris d'écrire l'histoire de ce qu'il appelle une épopée. Et je vous propose d'aller le rencontrer sur un quai où on a l'un des plus beaux points de vue sur Notre-Dame, le point de vue sur la rosace de la façade sud. C'est ici. Bonjour Mathieu Lours. Bonjour. C'est assez exceptionnel de se retrouver ici, là où il y a 5 ans, des milliers de Parisiens de naissance, d'adoption ou de passage s'étaient massés pour voir effarer l'incendie. Oui, exceptionnel et surtout émouvant, parce qu'on revit tous les instants qu'on a vécu ici même. Moi j'étais là au début de l'incendie, ensuite j'ai terminé sur le quai juste en dessous, à peu près vers 20h30, 21h, et on a contemplé finalement la disparition dans les flammes de la flèche et de la charpente. Et aujourd'hui, La flèche qui est là, hein, voilà, juste ici maintenant. tout ça s'est relevé, c'est vraiment le relèvement. On était dans la cendre et dans l'anéantissement, et puis là on est dans l'élan, dans le bois, le métal, tout ça, presque à 100 mètres de haut. Et elle est là maintenant, la flèche. Elle a été remontée. On va en reparler. Mais juste là, il y a quelque chose qui est magnifique quand on est ici sur le quai de Montebello, c'est cette rosace sud. Oui. Et au-dessus, il y a une autre rosace et elle a été restaurée. Hein. Alors elle a été complètement restaurée parce que le pignon sud comme le pignon nord ont été très abîmés par les flammes. On l'a découvert, en fait, les architectes l'ont découvert en cours d'exécution. Il a fallu resculpter, remonter ces murs pignons. Ce que vous voyez là, c'est donc vraiment l'excellence des qualités des maçons, des tailleurs de pierre, des sculpteurs et des architectes qui ont su rendre sa cohérence à Notre-Dame. Bon, moi, je regarde cette flèche qui est ici. Ça a été, vous dites, une épopée et une épopée dans l'épopée. Exactement. Parce que la flèche, c'est l'élément emblématique. C'est ce qu'on a vu s'effondrer dans le drame le plus complet et c'est ce qu'on a vu se relever dans l'engouement. Finalement, tout le monde était là à regarder cet échafaudage et puis son dévoilement. Et la flèche, à elle seule, représente un morceau de bravoure. Et elle a été par Pourquoi 3 fois. c'est un morceau de bravoure? Parce qu'un chef-d'œuvre Il y a de eu des polémiques charpente. en plus. Oui, pas vraiment en réalité. Il y a surtout des propositions d'architectes contemporains. Et c'était leur travail de faire ces propositions. Et puis un cheminement tout à fait raisonnable vers la reconstruction à l'identique. Mais déjà parce que c'est la 3e fois qu'on se lance dans cette épopée. Une première fois en 1230, 1250, quand la première flèche est bâtie. Une deuxième fois, quand Viollet-le-Duc l'a rebâtie en 1859. Et puis une 3e fois, quand elle a été rebâtie l'année dernière. Et le fait de la rebâtir, là aussi, ça a été une aventure parce que c'est un mini bâtiment en soi, la flèche. Exactement. La flèche, elle a ses propriétés architecturales propres. C'est-à-dire qu'elle a son système portant avec le tabouret, ensuite tout le système de charpente à l'intérieur. Elle est donc à la fois insérée dans la charpente et un petit peu distincte de cette charpente. Et puis elle s'assied quand même sur les maçonneries. Et en s'asseyant sur les maçonneries, eh bien, il faut qu'elle porte de telle ou telle manière. Et il y a vraiment une très belle continuité parce que Viollet-le-Duc, quand il a dessiné le tabouret, c'est-à-dire l'assise de la flèche, il s'est inspiré du tabouret du XIIIe siècle, qu'il a démonté, qu'il a amélioré, auquel il a vraiment réfléchi. Et puis Philippe Villeneuve, quand il a réalisé l'architecte en chef des monuments historiques en charge de la cathédrale, voilà, lui aussi a réfléchi à comment s'inscrire dans cette tradition. Donc vous avez le tabouret de la flèche de 2023-2024 et puis vous avez quand même la mémoire des œuvres précédentes qui n'a pas été du tout anéantie par les reconstructions successives. Alors, on a employé le mot d'épopée hein, pour cette flèche. Je l'emploie à dessein parce que c'est le mot que vous utilisez pour parler, alors que là, on revoit la base-vie où nous étions tout à l'heure. Vous avez parlé pour la reconstruction d'une véritable épopée. Pourquoi? Alors, parce que comme dans une épopée, vous avez un objectif qui était la reconstruction. Comme dans une épopée, vous avez des commanditaires et des chefs d'orchestre.
avec la présidence de la République, avec le général Georges Lain, puis Philippe Jost. Et puis comme dans une épopée, vous avez des péripéties. Vous avez des péripéties, comment arriver à ajuster au mieux la synchronicité des différents acteurs, des différents corps de métier, la gestion aussi, parfois tout simplement du climat. Ouais, vous dites dès le départ, parce que l'un des moments les plus durs, les plus difficiles, ça a été au début, ça a été de consolider le bâtiment, éviter que la cathédrale ne s'effondre. Voilà, le moment le plus dramatique, c'est le démontage de cet échafaudage pantelant qui restait après l'incendie, l'échafaudage qui avait été monté pour restaurer la flèche. Et ça, c'était vraiment la grande inconnue. Autant on sait qu'une cathédrale survit généralement à un incendie. On n'a jamais vu de cathédrale s'effondrer parce que la charpente brûlait. C'est arrivé dans 5 ou 6 cathédrales. À Reims, pendant la Première Guerre mondiale, c'est pas le feu de charpente qui l'a mise par terre, c'est les 250 obus qui ont explosé. À Notre-Dame, bon, il y a eu quand même des parties de voûte qui ont cédé, mais on savait que c'était réparable. En revanche, on n'avait jamais eu le cas d'un effondrement d'échafaudage de ce poids-là sur une cathédrale. Fort heureusement, ça n'est pas arrivé. Mais le démontage a été véritablement épique, comme vous le disiez, parce qu'il a fallu former les différents corps de métier, intervenir à grande hauteur, enfin, ils sont intervenus à la scie sabre, c'est des choses, ça fait quasiment penser à un film de science-fiction presque. On a tous quelque chose de Notre-Dame, c'est ce qu'on a vu le soir même de l'incendie. Pourquoi vous pensez que tant de gens ont été touchés et tant de gens sont encore touchés par l'épopée, la restauration de Notre-Dame? Alors, c'est complexe, mais il y a plusieurs choses. D'abord, en premier lieu, il y a l'aura de la sacralité de la cathédrale. Une cathédrale, c'est une église c'est sacré, qu'on soit chrétien ou non, croyant ou non, c'est un édifice sacré. Ensuite, Notre-Dame de Paris, elle incarne une certaine idée de la cathédrale, du gothique. Parce que Victor Hugo, avec son roman, l'a fait accéder au rang d'universel. C'est la cathédrale par excellence. C'est donc la cathédrale des chrétiens, c'est la cathédrale des romantiques, c'est la cathédrale des cultures populaires, avec les dessins animés, les jeux vidéo, et c'est la cathédrale de la France. De manière métonymique, Notre-Dame de Paris incarne Paris, elle incarne aussi la France, et ne serait-ce que géographiquement, avec la dalle qui indique le début, la pierre miliaire de toutes les routes nationales de France, on a admis d'une certaine manière que ça soit le centre de la France. Et c'est le centre de l'identité de la France. C'est le centre de l'identité de la France. Exactement, parce que même si c'est pas Reims, même si c'est pas Saint-Denis, c'est l'église de l'exercice de l'État. Et la différence de Reims et de Saint-Denis, eh bien, Notre-Dame de Paris a survécu à l'abolition de la monarchie, par exemple. Saint-Denis et Reims sont des lieux de mémoire, sont des églises, sont des cathédrales. Mais Notre-Dame de Paris, ça reste le lieu où eh bien, les grandes cérémonies d'État, surtout les cérémonies d'obsèques, mais aussi les cérémonies de solidarité avec les drames nationaux. Quand le bourdon sonnait pour les morts des attentats, elle sonnait pour la France entière. Il y a un autre phénomène marquant, c'est la réussite de l'opération. Emmanuel Macron donne un objectif, c'est la reconstruction en 2025, et cet objectif a été atteint. Oui, l'objectif a été atteint et ça a été, à mon sens, une très bonne chose que de fixer un objectif. Et ce n'est pas en plus un objectif clos, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas que Notre-Dame soit entièrement restaurée dans 2 semaines, mais c'est qu'elle soit réouverte et qu'elle fonctionne à nouveau comme cathédrale. Rendre au diocèse de Paris sa cathédrale, et le diocèse de Paris, en l'ouvrant, la rend en quelque sorte au monde entier. Elle va être restaurée d'ailleurs même dans 3 jours, puisque c'est ce samedi 7 décembre que va être, on l'a dit tout à l'heure avec Jean-Marie Guénois et Philippe Jost, que va être réouverte donc, au public à partir de ce samedi, oui. Dès dimanche, que va être réouverte au public la cathédrale. Précisément, il y a un autre phénomène, il y a une autre question qu'on se pose. On avait passé à côté, c'est les sculptures. Elles ont été elles-mêmes restaurées pour une bonne partie. Oui, les sculptures avaient beaucoup souffert de l'incendie et puis elles avaient souffert aussi du passage du temps. C'est-à-dire qu'elles avaient pour la plupart 170 ans, 170, 160 ans. Donc il fallait les nettoyer, intervenir. Et ça a été un des moments, là encore, les plus émouvants que de voir cette statuaire avec des gargouilles, des monstres, des chimères. Qui fascine même le roi Charles III d'Angleterre. Ah oui, oui, le roi Charles III. Les Anglais, avec le roman gothique depuis le XVIIIe siècle, puis le monde anglo-saxon avec l'heroic fantasy aujourd'hui, c'est vraiment eux les porteurs de cette mythologie du romantisme noir, les créatures, les monstres. Alors évidemment, ça a toujours fasciné le monde britannique, mais
Quand on était dans la loge des sculpteurs, ce qui était saisissant, c'était de voir cet univers un peu atemporel de la gargouille, et puis tout le système ultra moderne d'évacuation des poussières, de traitement donc des surfaces sculptées, et puis le geste au ciseau, hein, qui était le même qu'au XIXe siècle, qui était lui-même le même qu'au XIIe et au XIIIe siècle. Toujours cette idée d'actualisation de la continuité. Si on résume, Mathieu Lours, il y a eu 3 phases. Donc la phase de consolidation, la phase ensuite d'identification, on va y revenir justement, de ce qu'il faut faire et de comment on va le faire. Et puis il y a la phase de restauration qui s'achève en ce moment. Exactement, qui s'achève pour l'accès. Mais il va falloir ensuite restaurer l'arrière de la cathédrale, les arcs-boutants. Enfin, c'est un grand travail qui va durer probablement encore pendant quelques années. Il y a quelque chose qui est assez fascinant, que vous racontez donc dans votre livre, hein, Rebâtir Notre-Dame, c'est qu'on a utilisé finalement la science et toutes les découvertes actuelles et les avancées scientifiques actuelles et les technologies de pointe. Je pense notamment à tout ce qui est la modélisation autour de la 3D, mais pas seulement, tout ce qui est autour du laser, pour permettre l'identification et ce qu'il y avait à faire. Oui, de la modélisation 3D qui a servi à comprendre la cathédrale, celle des claveaux du grand arc qu'il fallait reconstruire, qui a permis de comprendre un petit peu mieux la statique de la pierre médiévale. Il y a eu tout l'accompagnement scientifique du chantier, et puis il y a eu aussi la manière d'appliquer ces techniques donc à l'œuvre actuelle. Et dans le même temps, ce qui est très intéressant, ce qui est passionnant, c'est que cette restauration a été une plongée dans l'histoire. Et on a redécouvert, notamment au niveau des peintures, au niveau des fresques, ou bien des fouilles archéologiques, des éléments, des choses qu'on avait complètement oubliées et qui avaient été complètement effacées par l'histoire. Oui, on savait que les éléments du jubé étaient probablement enterrés sous le jubé, c'est ce qui est autour du chœur. Hein. Voilà, c'était la façade du chœur, hein, qui isolait donc le clergé des laïcs dans la cathédrale. C'était un véritable mur d'images et on se doutait que c'était là, parce que Viollet-le-Duc avait déjà sorti certaines pièces au XIXe siècle, la descente aux limbes, qui est exposée au Louvre, par exemple. Et ce qu'on a trouvé était à la hauteur des attentes, et même au-delà des attentes. Au-delà des attentes. C'est-à-dire que la qualité des sculptures est vraiment remarquable. Hein. Et donc ça, effectivement, on va pouvoir les voir et on va pouvoir les admirer. Oui, il est prévu que Notre-Dame déploie ses splendeurs au-delà simplement de l'édifice, dans un musée. Il y a une mission de préfiguration qui est en cours actuellement, et on espère tous que ce musée va se faire. Il y a une question qui se pose à Notre-Dame. Il y a quelque chose de plus que sacré, c'est la couronne d'épines portée par le Christ que lui mettent les soldats romains pendant sa passion. Elle a pu être sauvée. La couronne d'épines a été sauvée grâce à l'héroïsme du personnel de la cathédrale et des pompiers de Paris. Elle est là, elle attend le retour dans la cathédrale, dans son nouveau reliquaire. Et ça aussi, ce sera un grand moment. Enfin, elle y était passée une première fois quand Saint-Louis l'a rapportée de Constantinople, la couronne d'épines, avec les autres reliques de la Passion. Ensuite, elle a été placée à la Sainte-Chapelle, tant que la Sainte-Chapelle a été un édifice voué au culte catholique. Et depuis l'Empire, les reliques de la Passion sont là, à Notre-Dame. Et c'est un beau signe d'œcuménisme, parce que vous avez des chrétiens de toute confession qui viennent vénérer cette couronne d'épines. Et qu'on peut vénérer tous les vendredis, en particulier le vendredi saint. Il y a une question que je ne vous ai pas encore posée, mais qui me brûle les lèvres. Finalement, au terme de cette restauration, au terme de ce chantier hors norme, saurait-on de nouveau construire une cathédrale comme on a su le faire au Moyen-Âge, et en particulier au XIIe et au XIIIe siècle? Oui, et vous allez le voir dans pas très longtemps à Saint-Denis, avec la construction de la tour nord de Saint-Denis et sa flèche de 83 mètres de haut. Ça, c'est très important ce que vous dites, parce que certains historiens, justement, tendaient à démontrer qu'on ne pourrait plus être capable, on ne pourrait plus aujourd'hui, on n'aurait plus les savoir-faire pour refaire une cathédrale. Écoutez, on n'a jamais arrêté de construire en gothique en France. Après le Moyen-Âge, pendant tout le XVIIe, XVIIIe, on construit la cathédrale d'Orléans. 1728, on reconstruit la rosace de Notre-Dame de Paris. 19e siècle, le néo-gothique. 20e siècle, les guerres mondiales, où on reconstruit des cathédrales bien plus abîmées que Notre-Dame de Paris. Pourquoi est-ce qu'au 21e, on aurait oublié tous les chantiers de restauration depuis 80 ans?
ont permis à la France d'entretenir ses savoir-faire. Un grand merci Mathieu Merci à vous. Lours d'avoir été avec nous. Je recommande chaudement votre livre, votre album Rebâtir Notre-Dame avec plein de photos. C'est magnifique. C'est chez Talendier. Et bien sûr, c'est à lire. Merci. Merci Mathieu Lours. Merci. Point de vue, c'est fini, l'histoire continue, l'émission spéciale continue et on se retrouve de toute façon samedi 7 décembre à partir de 18 h pour une émission spéciale pour la réouverture de Notre-Dame.